Reportage. Coucou, ce podcast s'écoute comme un feuilleton, alors si t'arrives ici, je te recommande de recommencer au début et si t'as pas le temps, voici un extrait de l'épisode précédent. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous vous engagez pas dans la politique? Puis j'ai dit, mais moi je peux pas, parce que mes racines sont libérales, ma sensibilité, mon intellect est plutôt socialiste, mon cœur est PDC, parce que comme mon mari... Démocrate chrétien. C'était démocrate chrétien, mais moi c'est pas du tout mon milieu. En fait, j'avais pas du tout envie d'être ni catholique, ni démocrate chrétien. Et puis c'est le parti de la famille. Et puis la partie de la famille, puis je trouvais que c'était un peu nono. Voilà, mais c'était mon cœur, et puis voilà, j'étais là. Et puis il y avait des personnes valables aussi. Et puis je sais plus, puis alors qu'est-ce que vous voulez que je vienne fasse là au milieu? Non, je peux pas. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Je n'aime pas parler d'héritage, non pas parce que parler d'argent est tabou, mais parce que dans mon expérience, l'héritage financier va de pair avec un héritage émotionnel et intergénérationnel, difficile à mettre en mots car trop souvent rempli de silence et de douleur. Que faut-il accepter? De quoi faut-il se débarrasser pour vivre sa vie justement? L'été est revenu et le fil de mon récit est enfin apparu, avec son lot de dernières questions. J'ai besoin de reparler à Muriel pour boucler une boucle. Alors je l'appelle pour prendre des nouvelles et lui demander si elle a encore du temps et de l'énergie pour une interview. Elle me dit qu'elle garde la maison de son frère, décédé il y a quelques années, et de sa belle-sœur, durant ses vacances. Elle me propose de venir la retrouver là-bas, dans la propriété de son enfance. Et je m'y rends comme si je revenais au point de départ. T'as mis ton petit chapeau d'été? J'ai mon chapeau de campagne. Ouais. On vient? Voilà. Oui, voilà. Merci de me recevoir. On m'occupe. Bah oui. Moi, je garde la maison. Et pour moi, c'est immense, cet endroit. Il est très grand. J'ai plus l'habitude de me déplacer autant. Et tout est plus compliqué en ville. Ah ouais, bah c'est sûr. C'est très beau, mais c'est très compliqué. On va passer par la cuisine. Moi, je laisse fermer ici. Voilà, alors, moi je propose qu'on s'installe peut-être sur la terrasse, puis après, tu vois, la piscine, elle est là-bas. T'as besoin d'aide pour quelque chose? Pour le moment, non, mais je te demande qu'est-ce que tu veux boire pour le moment. Peut-être un verre d'eau juste. Et toi, t'avais une maison qui était pas très loin, c'est ça? Oui, juste derrière le mur. Il y a un mur là-bas au fond, et puis de l'autre côté, c'était ma maison. Donc du côté lac. C'était dans le jardin potager de mes parents, de ma mère. Mais à l'origine, tout ça, c'était à ta famille? Oui. Mon grand-père. C'est mon grand-père qui en avait hérité. Lui, il n'avait pas les moyens d'acheter ce genre de choses, mais il en avait hérité par un oncle. Et puis, enfin, toute une histoire. Et puis, tu peux prendre le plateau, s'il te plaît? Ouais. Oui, bien sûr. Non, ça va. Regarde, il y a un oiseau incroyable dans le... Oui, parce que maintenant, il y a encore des grandes herbes. Et c'était... Ça, c'est la tradition de la campagne. Aussi, de l'autre côté, c'est que il y a toute une partie... Là, le jardinier vient de tondre. D'ailleurs, c'est impeccable. Mais autrement, il y a toujours une partie avec de l'herbe haute. Et qui comme du foin, parce qu'il y a du foin. Et avec Philippe, vous avez habité là de quelle année à quelle année? Nous avons construit, on a emménagé décembre 83 disons, janvier 83, jusqu'à 2005. Ah ouais. Ouais. Et c'est lui on a conçu ensemble la maison. Et elle est très agréable à vivre, elle est très facile à vivre. Elle est beaucoup plus pratique. Parce que moi, je suis une personne extrêmement pratique. Je pense. J'ai besoin pas de me compliquer la vie. Alors, on a été très heureux là-bas, puis maintenant, il a fallu vivre autrement. Mais on en a bien profité. Les enfants ont été très heureux, parce qu'ils ils ont grandi là. Et c'est une propriété de famille, donc à côté,
J'avais ma mère devant, puis j'avais ma tante juste à côté, et puis un cousin, 2 cousins un peu plus loin. Et on était très très proches. Et nos enfants allaient ensemble à l'école. Donc ils sont restés très très amis. C'est chic, c'est une belle amitié d'enfance. Et puis ils s'amusaient comme des fous, Ah bah oui. je crois. Ils allaient à l'école ici, puis j'étais très libre en vélo. Et ils étaient très libres. Ah, c'est chouette. En tout cas, maintenant ils me disent qu'ils ont eu une très belle enfance. Alors tant mieux. Bah oui. Bah, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Et là, il y a des chevaux, c'est quoi? Parce que quand Oui. je suis passée... Oui. Oui. Ah, si tu veux que je te raconte un tout petit peu tu veux que je te raconte l'histoire de cette campagne? Ouais, vas-y. Muriel m'emmène dans l'histoire de cette propriété où était située la maison d'été de son enfance. Dans les années 1920, le terrain se situait sur le territoire des communes réunies, genevoises depuis peu, paysannes et catholiques. Des bourgeois venus de la ville ont commencé à y acquérir des maisons au bord du lac, à une époque où le bord de l'eau n'attirait pas grand monde. L'un d'eux a acquis un immense terrain avec sa femme. Il est décédé sans descendance et a légué un bout de sa propriété à son neveu, le grand-père de Muriel. Et ça tombait bien parce que lui adorait la voile. Ce grand-père a ensuite partagé cette propriété entre ses 4 filles, dont la mère de Muriel. Il a partagé sa propriété entre 4 filles. Progressiste? Il trouvait que le garçon, il avait déjà assez parce qu'il avait épousé une dame qui avait une très belle propriété un peu plus loin. Mais il a partagé sa propriété entre 4 filles qui ont eu chacune une parcelle et un petit bout d'ici. Alors ma mère, elle a construit là, très jolie petite maison, mais c'était vraiment une maison d'été. Parce que mon père, qui était professeur de chirurgie et il était à l'hôpital, il détestait conduire et il trouvait que vraiment venir ici, c'était insupportable. Alors on venait l'été, d'accord, puis lui, il restait même dans l'appartement en ville pour faire sa consultation et faire tout, puis il venait le soir. Ah, donc c'est des maisons de femmes, c'est des propriétés qui étaient par des femmes. C'était Donc vraiment... ta mère qui a hérité. Oui. C'était vraiment des maisons de femmes. C'était le matriarcat, quoi. 2 femmes de banquier et la femme de chirurgien. Puis après, ma mère, elle avait là. Et puis, mon frère, c'est le premier qui a eu envie qui s'est marié. Ma sœur, elle avait un mari, mais elle n'avait pas tellement les moyens de construire et de s'installer. Elle marie. Bon, c'était très difficile parce que tu vois, les maris. C'est important le choix du mari, du coup. C'est vrai. Pour maintenir la propriété. Et alors, mon frère, eh bien, là, il s'est très bien débrouillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup pour assainir l'endroit. Ils en ont fait quelque chose de très joli, alors que c'était très sauvage avant. Alors voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais alors, en récapitulation... si je récapitule, c'était une donation à un monsieur qui avait 7 enfants. 7 enfants et il a donné à ses 4 filles voilà. Qui, elles, ont dû du coup gérer ses propriétés, et puis trouver des maris qui pouvaient gagner assez pour entretenir, et puis elles-mêmes ont redonné après à leurs enfants. Oui. Mais, je te dis, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, on n'habitait pas ici en hiver, donc c'était vraiment l'été. C'était nos vacances, c'était vraiment nos vacances. Mais c'est génial, on partait jamais. Quand tout le monde me demandait, tu pars en vacances, je disais, moi je viens ici. On ne partait jamais. Mon père ne prenait jamais de vacances. Il allait seulement. Et voilà, c'était pas son truc. Et puis, on faisait de temps en temps des petits voyages culturels, des choses comme ça, mais vacances, c'était ici. Mais c'est pas trop mal, hein. Et puis, on était très libres. Justement parce qu'il y avait ses cousins. On a piraté comme des fous, on était libre comme l'air. Il fallait simplement être là pour le repas. Quoi. Ouais, voilà. Être là et habillé, coiffé et habillé. Pardon. Mais quand même, on avait des activités culturelles. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'on traînasse tout l'été. Alors chaque été, il y avait quelque chose, ou bien on montait une pièce de théâtre, ou bien on faisait des maquettes, ou je ne sais pas, il y avait un projet. Puis on faisait des journaux, il y avait le journaux de la campagne, mais ça je t'ai raconté déjà. Je
Je t'ai jamais raconté. J'aurais adoré participer. Non, on a fait... Alors, ce journal, il s'appelait « Le nuage vide ». Il était écrit à la main, puis on le faisait lire pour 20 centimes. On allait chez tout le monde, puis on disait « Tu peux le lire, mais c'est 20 centimes ». parce qu'on avait 2 exemplaires ou 3 exemplaires. Mais il a duré longtemps, ce journal. Il a duré au moins, je sais pas, au moins 4 ou 5 ans, je pense. Vous écriviez sur quoi? Sur les choses de la campagne. Alors, on faisait une interview de tel et tel qui avait fait une régate et qui avait chaviré, ou bien de madame qui s'était pris, une mère qui s'était piquée, puis qui avait grossi. Je pense des choses qui se passaient dans la campagne. Ah oui, toi, quel journaliste, ça devrait t'amuser. Ah, moi, ça m'amuse beaucoup. Ouais, je te montrerai une fois un exemplaire, si tu veux. Vous avez encore? Oui. Donc, on était quand même assez occupés, parce qu'on avait quand même un peu de discipline, en ce sens que on ne pouvait jamais se baigner avant 11 h du matin dans le lac. Avant, il fallait faire quelque chose d'autre. Ah, le projet. Oui, dans l'été, c'était ça, la discipline. Vous n'allez pas au bord du lac avant 11 h du matin. Et puis, après, pas avant 3 h 30. Alors, il y avait toujours le bateau de 3 heures, le bateau à vapeur de 3 heures, le bateau de 11 heures, et les bateaux à vapeur étaient notre signal. Et alors, on allait comme des canards au bord du lac, hop, dès que c'était 11 heures, et dès que c'était 3 h 30. Mais on devait toujours faire une sieste, de s'arrêter après puis j'étais stupéfaite après quand j'ai vu que la plupart des familles, il n'y avait pas la digestion. Tandis que nous, on ne pouvait pas se mettre dans l'eau avant 2 heures. Et surtout, vous aviez appris à nager, non? Oui, alors très vite. Oui, c'était rare à l'époque, non? Bon, nous, c'était indispensable. Bah oui, je sais, mais... Oui, c'était rare. Alors, ce qui était ennuyeux, c'est quand il y avait des amis. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas nager. Il croyait qu'ils savaient nager, mais ils ne savaient pas. Ouais. Et puis nous, on ne se rendait pas compte. Mais par contre, nous, surtout moi qui étais la cadette, c'est tout justement pas jeter à l'eau en me disant nage. Parce que déjà j'avais voulu à une sieste, on m'a dit que j'étais censée faire ma sieste et puis on m'avait retrouvée en train de barboter dans le port. Et puis il n'y avait pas les manchons, je sais pas. Non, il n'y avait rien du tout. Oh mon Dieu. Parce qu'on parle de quelles années? Les années 40? Fin 40? Oui, fin 40, oui. C'est-à-dire que, ça a l'air d'être des souvenirs quand même très heureux. Très heureux. Ça donne vraiment envie, avec une forme de... C'était pas du tout tendre et c'était assez compétitif et on se tapait beaucoup dessus. Les garçons n'étaient pas très aimables. Enfin, ils étaient quelquefois un petit peu... ils traitaient, le harcèlement sexuel, c'était quelque chose à ce moment-là. Mais parce que j'étais presque la seule fille. Mais même avec les cousins et tout ça? Avec tous ces garçons, il avait très envie de voir comment était une fille. Ça, c'était... C'était pas un monde très, très tendre, tu vois, très... Mais dans quel sens? Et puis, il ne parlait pas... par exemple... Jouer à touche-pipi? Ils auraient bien aimé, mais je me laissais pas... Enfin, je sais pas, mais j'étais très naïve. Mais surtout... J'étais très jeune. 1 ou 2 fois, par exemple... Moi, j'étais très garçon manqué. Et alors, je me sautais à l'eau avec juste mes petites cuissettes. On appelle ça des cuissettes. Et puis, une fois, je me souviens que j'avais sauté à l'eau, puis j'avais été jusqu'au bateau à la nage. Puis voilà que j'avais perdu mes cuissettes dans l'eau. J'étais toute nue, puis je n'osais pas ressortir. Mais eux, ils attendaient tous que je ressorte pour me voir. Tu vois, c'est pour rigoler, voir la fille, quoi. C'était ça. Mais c'était pas très méchant, mais c'était des choses où tout à coup je me sentais fille. Alors qu'autrement, j'étais très intégrée parmi cette groupe. Il y avait presque que des garçons. Oui, c'était un peu partout, bien sûr. Mais il n'y avait pas d'éducation autour de ça? Rien du tout, alors. C'est comme apprendre à nager, quoi. Oui, alors vraiment. Apprendre à contrôler tes hormones. Non, vraiment, c'était... Puis alors après, c'est pour ça qu'au moment de l'adolescence, on a suivi des chemins assez différents. Parce que mes cousins, ils adoraient draguer, mais ils ne draguaient pas avec moi. Alors, ils se sont intéressés à d'autres filles. Et voilà. Parce qu'avec moi, on rigolait, on jouait. Voilà. Tu t'es sentie un peu délaissée? C'est-à-dire que
Oui, il faisait des remarques justement sur les jambes des femmes, et puis je sais plus quoi. Et puis moi, je trouvais que j'avais en effet des grosses jambes. Et puis, oh ben oui, mais moi, je ne correspond pas à ce qu'ils aiment, etc. Alors, c'était comme ça. Mais maintenant, c'est resté. On aime beaucoup se revoir. Ouais. Mais je pense que, en fait, tu sais, quand des fois on parle de féminisme moi, je pense que les garçons, ils souffraient tout autant du rôle qu'on leur avait donné, qui était finalement d'être séduceurs. Je ne sais pas s'ils souffraient, mais en tout cas, ils étaient un peu prisonniers. Ils étaient très obsédés par le sexe aussi, bien sûr. Oui, non, on avait bien eu des séances de sieste qui n'étaient pas très siestes. Ah, oui. Bien sûr, oui. Mais je n'étais pas fâchée, moi, je trouvais ça amusant. Mais jusqu'à un certain point, puis après, ça me mettait mal à l'aise. Ouais, je sais pas à quel moment. Mais ça faisait partie du reste. C'est vrai, ça fait partie du reste aussi. Ça faisait Quel partie reste? de pouvoir rigoler avec eux, tirer à la carabine, aller plus vite, être légal d'eux-mêmes. Et puis après, on était ensemble. Et puis simplement, j'étais fille, c'était tout. C'était autre chose. Mais c'était pas. Mais alors, c'est vrai que notre éducation sexuelle était. Les parents, nuls, alors vraiment. Ce que tu dis, c'est qu'à ton époque, tu avais l'impression que pour être l'égal des hommes, il fallait finalement se prêter à des jeux sexuels ou donc. Oui. Ouais. Pour être accepté, oui. Ouais. Puis après, ils te regardaient comme si, qu'est-ce que t'as fait, hein? Avec ça, ils t'avaient bien poussé là-dedans. Moi, j'étais complètement naïve. Mais moi, j'avais l'impression que c'était un peu le prix à payer pour faire partie du groupe. J'ai envie de te donner tort, mais j'arrive pas. J'ai l'impression que... Et aucune éducation. Quand j'ai eu mes règles, par exemple, eh bien, moi, je trouvais ça épouvantable. Enfin, je comprenais rien du tout. Mais ma mère m'a dit, ma pauvre, ma pauvre. Puis elle m'a dit, oui, alors tu mets des trucs comme ça, puis après c'était fini, on n'en parlait plus. Tu vois, on ne me disait pas du tout pourquoi, etc. Il y avait même, biologiquement, qu'est-ce qui biologiquement, c'était nul. Et, le tabou du corps aussi. Ouais, après, c'était une famille très protestante. Oui, le famille, tabou du corps, vraiment le tabou du corps. Ouais. J'ai jamais vu mes parents nus, par exemple. Mais par contre, tes petits cousins, oui, tu vois. Et puis ça leur posait pas trop de problèmes. Non, pas tellement. Non, on se mettait pas nus, c'était pas tellement. Ils m'ont dénudée une ou deux fois pour voir comment j'étais, mais autrement, on n'était pas. Ils faisaient pas d'exhibitionnisme, on n'a pas. Non. Ouais, je suis désolée pour ces histoires. Mais c'est comme ça. Mais c'est bien que ça change, non, quand même? Oui, bien sûr, c'est très bien que ça change, c'est très bien. C'est très bien que ça change. C'est bien que tu en parles aussi, je te remercie, je te félicite parce que de ce que tu décris, c'est un sentiment que beaucoup de femmes ont, c'est d'être finalement pas considérées comme être à part entière, mais plus comme un objet. Oui. Objet du désir, objet de la sexualité, objet de contrôle, objet de pouvoir. Et, oui, c'est ce qui m'est arrivé à l'adolescence, c'est que je n'acceptais pas ça. Et quelque part, j'étais très triste qu'on ne flirte pas avec moi. Oui. Mais probablement que c'est parce que j'étais moi-même... calme-toi, hein, je dois te dire, pour qui prends-tu? Si tu avais vécu des scènes comme ça dans l'enfance, c'est normal qu'après tu mettes des barrières qui sont assez violentes. Hein. C'est ta protection. C'était à moi de... Puis j'étais probablement assez... J'ai toujours été assez volontaire. Et si c'est moi qui prenais une initiative, ça allait, mais il ne fallait pas que ce soit l'autre. Mais c'est de la protection aussi, hein? Oui, la protection. Le témoignage de Muriel me touche profondément. Je m'entends citer Virginie Despentes et King Kong Theory, le livre où elle décortique les mécanismes de domination et de honte qui assujettissent les femmes. Et puis je regarde le jardin et la beauté qui nous entoure, je resserre à boire et reprends mes questions. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment une transition très heureuse, mais moi je me suis quand même dit qu'à un moment donné, dans ton adolescence, après tu fais tes études, tu vas à Zurich, et
En fait, je me demandais à quel moment tu rencontres Philippe. C'était ça qui me manque un peu. Parce que tu avais quel âge et puis comment tu l'as rencontré. Puis dans tout ce contexte-là, qu'est-ce qui t'a plu? On laisse passer la machine puis tu me réponds. Ah ben, Philippe, je l'ai rencontré, j'avais déjà 28 ans à peu près. Ce qui était tard à l'époque quand même. Oui, je me cherchais un peu. J'étais en train de prendre mon travail, où j'avais déjà mon travail à Zurich, je ne sais pas. Et mon amie, Brigitte, qui est toujours restée une très bonne amie et qui est encore une très bonne amie, elle étudiait à Zurich aussi. Enfin, elle étudiait à Zurich l'architecture. Non, elle avait fini l'architecture, elle étudiait la sociologie, mais elle avait organisé une party, une fête chez elle avec ses colocataires. Elle était en colocation avec 2 copines et elle avait organisé cette fête. Et il y avait Philippe, elle avait invité Philippe. Parce que Philippe, en somme, il était en train de terminer ses études d'architecture et il avait commencé avec Brigitte. Mais Brigitte avait arrêté, puis lui, il avait continué. Ils étaient restés un peu copains. Alors elle l'avait invité là. Et puis là, il était original, comme il a toujours été. Il était un garçon original, intéressé partout, un petit peu extraverti, amusant, différent, comme ça. Et il m'a tapé dans l'œil. Et puis, il a commencé à me... Alors, c'est là que je me dis... Ouais. Il a commencé à me poser des questions sur moi, puis on est tombé sur ici. Et puis, je lui ai expliqué que j'avais un problème, c'est qu'on se demandait, c'était le moment où tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on va faire de ce champ. De celui qui est en face de nous, là. De tout jusqu'aux maisons, là. Enfin, tout ça, toute cette partie-là. C'était encore indivisible. C'était indivisible, c'était aux 6 enfants. Aux six enfants de mon grand-père. J'avais dit, oui, on a ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Puis lui, il avait fait un stage à l'atelier 5, architecte. Alors il avait des tas d'idées. Il m'a dit, mais il faut faire une Wohngemeinschaft. Vous mettez tous ensemble. Et puis vous dézonez cet endroit. Et puis, enfin, pour en faire un, puis vous construisez là-bas au fond, avec piscine et tout, puis chaque famille aura quelque chose. Ah, mais c'est une bonne idée. Dernièrement, quand je suis revenue chez moi, ils ont dit, mais t'es complètement folle. Pas une mauvaise idée, ouais. Voilà. Et puis, mais j'ai vu que ça le travaillait quand même, cette fille qui lui parlait de ça. Et puis on était prêts tous les deux, parce que lui, il avait presque 30 ans, il commençait sa vie professionnelle. Moi, j'avais déjà eu un amoureux, je savais ce que c'était que les hommes quand même. Et puis on était prêts, quoi. On était assez séduits, lui, par cette fille bourgeoise de Genève, puis moi, par cet homme qui avait une vue différente, qui était bien éduqué, qui avait fait le collège Saint-Michel, qui avait la culture, qui était intéressé par tout, qui était capable, moi, il m'a stupéfait parce qu'il était capable de prendre le train pour aller avec moi voir une Orlando Furioso à Zurich, parce que j'habitais Zurich, et puis repartir le soir même. Pour moi, c'était incroyable. Donc, très original. Et alors, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Okay. Alors, je ne peux pas dire que c'était pas une passion physique folle, mais ça a toujours été un très bon camarade. Ouais, ok, d'accord. Un très bon camarade, oui. Voilà. Et qui m'a toujours... Ça fait rire, il te fait encore marrer. Oui, il me fait encore marrer, voilà. Alors, c'est ce que j'avais demandé, j'avais dit, pour l'enterrement, vous faites ce que vous voulez, mais j'aimerais qu'on passe la chanson de Lynn Renaud. C'est toi, ma petite folie, toi, mon petit grain de fantaisie. Toi que j'adore, quoi, qui m'a apporté la fantaisie dans ma vie, voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. Parce qu'il te sortait aussi de ce milieu exactement. où tu étais issu. Et... Oui, il me sortait. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était mal. Et tu peux me redire ce que ton patron t'avait dit quand t'es parti de Zurich? Non, c'était pas mon chef, c'était
C'était un monsieur qui s'appelait, je crois, Carlo Schmitt, qui était le président du Conseil de la science. Puis je ne me rendais pas compte ce que c'était que tous ces trucs. C'était vraiment le sommet de toute l'éducation supérieure suisse à l'époque. Mais pour moi, c'était normal, c'était mon monde, quoi. Et il m'a dit, vous avez appris que vous partiez. Vous arrêtiez de travailler pour aller vous marier. Mais vous êtes l'exemple même du gaspillage de l'éducation des filles. Vous avez maintenant une licence, vous êtes brillante. Enfin, je ne sais pas ce que vous m'a dit des compliments. Il m'a dit des compliments. Et puis, vous lâchez tout pour aller retrouver un homme. Alors, vous voyez, à quoi ça sert? Vous allez faire des enfants et puis ce sera fini. Alors, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, mais c'est aussi une occasion. Je ne sais pas ce que je lui ai dit. Après, il a rigolé, puis il a dit, mais non, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis, c'est très bien. Voilà. Mais c'était drôle, parce que ouais, il n'avait pas tout tort, si tu veux. Mais je n'étais pas partie, je n'étais pas une carriériste. Non, en fait, j'étais triste d'être seule et de toujours devoir être seule sans compagnon. J'avais déjà eu, pas vraiment un compagnon, mais un amant, on peut dire, et que j'aimais beaucoup, et c'était autre chose. Mais j'étais triste, je me dis non, je veux pas être toute seule. Voilà, j'ai choisi, hein. C'était très bien. Puis mes parents ont très gentiment accueilli Philippe. J'ai eu beaucoup de chance. Il a été très gentiment accueilli, alors qu'il était catholique et il n'était pas un beau parti, si tu veux. Mais ils étaient tellement contents que je trouve quelqu'un. Mais l'autre de Zurich, tu as dit que tu avais cette personne à Zurich, tu avais eu un copain. Ah non, c'était... je t'ai jamais raconté. Non, t'en parles toujours un peu comme ça. Il passe comme une petite ça c'était mon coup de cœur. À un moment donné, j'avais décidé que maintenant je voulais savoir ce que c'était que le sexe et la virginité et tout ça. Et puis on faisait des hautes routes et puis il y avait un guide. Et alors voilà, je suis tombée amoureuse de ce guide qui demandait qu'une chose, c'était toujours lui qui m'a un peu provoquée. Puis après, moi, au lieu de dire, voilà, il s'amusait pendant la nuit, c'est tout. Et moi je l'ai pris au sérieux. Et du coup, on est devenus amants, quoi. Et j'avais une passion physique pour lui. J'avais vraiment une passion physique pour lui. Alors, dans la famille, c'était le guide de la famille, c'était le guide. Ah, puis il était plus âgé aussi, je pense. Oui, vraiment beaucoup plus âgé. Et puis, mais il m'a fait beaucoup de bien parce que justement, il m'a montré qu'on pouvait être femme et puis avoir du plaisir au lit et puis avoir du plaisir à faire du sexe et des choses comme ça. Et c'était très bien. Mais tu l'avais présenté à ta famille, donc non. Ah non, pourquoi t'as dit ma famille? Ah, parce que je faisais cette haute route avec mon frère et avec tous mes amis. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais puis j'ai dit à ma mère, tu sais, maintenant j'ai quelqu'un. Puis elle m'a dit, ah bon? Après elle m'a dit, oh, mais après tout, t'as peut-être de la chance. Elle m'avait dit. Mais j'ai quelqu'un, mais je ne veux pas vous le présenter, c'est pas pour se marier, mais je suis heureuse, et puis c'est très bien, voilà. Je l'avais dit. Mais je lui avais tout de suite dit, et à lui aussi. Il en était déjà à son deuxième mariage, je crois. Il était photographe aussi. Du reste, c'était un homme très intéressant. Et je sais pas, il m'a dit... une fois, il était même jusqu'à aller demander s'il voulait m'épouser, puis j'ai dit non, tu sais, je crois que c'est pas possible. Parce que je me rendais bien compte qu'il avait une voix. Moi, je n'avais pas de métier. J'étais en train de faire mes études, finir mes études. Je n'étais pas encore à Zurich. Mais j'étais en train de finir mes études de sociologie. J'étais une fille gâtée, comme une petite fille gâtée. Et puis lui, il était à Verbier. Il menait une vie très modeste, quoi. De guide. Hein? Et photographe. Ouais. Alors moi, je savais que... Non, là, j'étais lucide. C'est horrible parce que moi je vois complètement. Ah, mais, enfin bref. Ah. Pardon. Non, on va pas réécrire l'histoire, mais je me dis que s'il n'y avait pas cette idée que l'homme devait tout porter, finalement toi t'aurais fait ta carrière, puis lui, c'est toi qui l'aurais.
Ouais. Oh, non, mais c'était aussi... Après, il a continué. Après, non, puis ça a été très bien. Mais c'est très bien, en fait, c'est des histoires qui sont faites pour nous amener quelque part, et puis pas forcément... Mm-hmm. Et puis tu l'as quitté quand tu as rencontré Philippe, alors? J'avais quitté... Muriel ne répond pas directement à la question. Elle redit que c'était une passion physique et qu'elle n'était pas une grande alpiniste. Je n'insiste pas. L'après-midi s'écoule doucement, les chants des oiseaux, la chaleur nous enrobe. Muriel parle de ses années de mariage, de leurs 3 enfants et de la carrière politique de son mari. Je lui demande de revenir sur l'événement qui a marqué ses 3 copines et sa vie, sa maladie. Et puis en 93, moi, j'étais inquiète pour l'avenir, j'étais inquiète pour beaucoup de choses. J'avais pas confiance en moi, ni en j'avais peur. Vraiment, ça m'inquiète, tout m'inquiétait un peu. Les dépenses, comment est-ce que ça allait, est-ce que j'allais gérer, pourquoi est-ce que Philippe ne revenait pas, toute sa vie, parce qu'il a toujours une vie très, très, très riche en dehors de moi, et moi aussi, heureusement, parce qu'il ne m'a jamais bloqué dans mes activités. Et moi, j'avais aussi une activité j'étais trésorière, et puis après j'étais là-bas, mais j'étais toujours inquiète. Et puis, mais t'as les 3 enfants aussi. Oui, et puis 3 enfants, et puis j'étais inquiète. Je savais pas. Puis après, Elle découvre les premiers symptômes lors d'un voyage en Bulgarie. Au retour, le diagnostic tombe. Muriel est atteinte d'un cancer de la vessie. Mais c'était en octobre, je crois, ou en septembre, en plein dans la campagne politique de Philippe. Alors, moi, je suis entrée dans cette maladie, si tu veux, pendant que lui, il faisait sa campagne. Je ne sais pas s'il montait, mais enfin, il faisait sa campagne, quoi. Il fallait aussi quand même me donner le champ, être là, il fallait être là, quoi. Et c'était une période assez spéciale, parce que je savais que c'était pas facile, et puis après, à un moment donné, quand j'en m'a opéré, une première fois, et puis après, une semaine, le médecin, j'avais une assurance extrêmement de base, parce que j'avais tellement peur que, au point de vue argent, le seul que j'avais laissé en assurance privée, c'était Philippe. Et puis tous les autres, j'avais dit, on va aller dans l'assurance Lamal, seulement la Lamal, parce qu'on ne peut plus assumer tout ça. Mais le seul qui avait sa bonne assurance privée, c'était lui. Et puis, alors j'étais là. Alors, après cette première intervention, ils m'ont dit, écoutez madame, si vous voulez vraiment avoir des chances que ça ne se propage pas, il faut enlever toute cette vessie. Et c'est une très grosse opération. Mais tu m'as dit que quand tu étais à l'hôpital, tu entendais les cloches de Saint-Pierre qui... C'était quoi? C'était la prestation de serment. Ah, voilà. C'est parce qu'ils sont élus au mois d'octobre, je crois, ouais, puis ils prêtent serment en décembre, voilà. C'était exactement, parce que je me suis fait opérer le 29 novembre, je crois. Et j'étais juste sortie des soins intensifs. J'étais dans ma chambre, comme ça. Et puis, ma mère était venue, et ma belle-sœur, une autre belle-sœur, elles étaient venues me tenir la main. Et on avait ouvert la fenêtre, et puis on entendait ces cloches. C'était la prestation de serment à Saint-Pierre. Ouais, on se disait, ça y est. Ouais. Mais je suis tombée sur des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont beaucoup aidée. Par exemple, mon urologue, il n'est pas tendre. C'était pas un tendre, tu vois. Mais il me disait, allez-y maintenant, allez, on y va, on y va. La première année, j'avais tout le temps des infections, il fallait tout le temps que je retourne, que je me rince la vessie, enfin c'était très compliqué. Mais quand même, il m'a dit, mais madame, vivez. Je suis partie en Indonésie en 95. Ça fallait faire. Et puis aussi, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un psychiatre qui m'a beaucoup aidée. Je t'ai raconté mon psychiatre? Non, il t'a suivi à partir de là, à partir de l'opération? Non, pas du tout. C'est à partir de 97, quand Philippe a fait son coming out, et puis qu'il avait le droit d'être homosexuel, etc. Et puis tout s'écroulait, il n'était plus au Conseil d'État, etc. Je ne savais plus où j'en étais. Mais j'avais déjà
le fait d'avoir passé ce problème physique-là, ça m'avait donné une force. Tu vois, le fait de dire, ben, j'ai passé ça, maintenant je fais pipi debout, comme un homme. Arrêtez de m'énerver avec toutes ces histoires d'hommes et femmes. Voilà. Eh bien, allez, je vais de l'avant. Ça m'avait déjà donné une force. Et puis, après, quand tout s'écroulait, eh bien, c'est mon médecin traitant, qui était du reste un cousin à l'époque, qui m'a dit « Tu devrais consulter quelqu'un, ça t'aiderait. Ça t'aiderait. T'as le droit, vraiment. Il faut que tu te penses à toi. » Il a bien fait. Et il m'a donné un très très bon psychiatre qui n'était pas tendre du tout. Puis c'était bien parce que c'était pas l'histoire du canapé où personne ne te parle. C'était vraiment un échange. Moi j'ai besoin de ça, ouais. C'était vraiment un échange. Et puis il m'a aidé à dérouler la plotte. C'était comme t'as une espèce de plotte comme ça. Et puis tu sais pas où tirer un fil. Il m'a aidé à tirer le fil pour que je comprenne. Et qu'est-ce que tu as compris? Je pense que tu as compris beaucoup de choses, mais fondamentalement, il y a quelque chose qui est ressorti? Oui, que j'avais le droit d'être ce que j'étais, et puis que le problème, c'était mon mari. Elle m'a dit, on parle tout le temps de votre mari. C'est votre mari, le problème. Elle dit, c'est ça. Ouais. Okay. Non, c'était ça. Et puis, vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Ouais. Et puis, alors après... Comme beaucoup ces psychiatres, pendant 2 ans, je l'ai vu une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, ou toutes les 2 semaines, ou quelque chose comme ça. Puis après, il m'a dit, bon, ben maintenant, on a effleuré votre personnalité, on a analysé les problèmes, et puis maintenant, vous avez résolu pas mal de choses. Ben maintenant, si on passe à une autre étape, ce sera beaucoup plus en profondeur. Alors, il faut savoir si vous voulez continuer ou pas. Puis j'ai dit, non, je crois qu'on s'arrête maintenant, on va de l'avant. Ouais, ça c'est très ta manière de... Ouais, je dis, on va de l'avant, voilà. Ouais. Mais tu avais compris qu'en fait, tu n'avais rien à voir là-dedans. Bon, c'est-à-dire que chacun était comme il était, puis que... Voilà. Mais il y a quelque chose qui me fascine dans le fait que tu es tellement accepté. En fait, je crois que c'est fascinant parce que je me dis, dans ton époque, d'avoir accepté son homosexualité, les scandales... Je voulais pas l'avoir. Ouais, mais t'as quand même, une fois que t'as su, t'as accepté, tu l'as pas rejeté. Bah, non. Donc tu l'as accepté. Enfin, il y a peut-être des mots intermédiaires, mais en tout cas, tu l'as pas rejeté. Donc pour moi, tu l'as accepté. Et du coup, je me dis, mais... Alors, il y a cette amitié que t'as pour lui, je pense. Il y a ta foi, mais il y a aussi, j'ai l'impression, en reprenant, j'ai l'impression que le fait que toi, t'aies toujours été différente, et qu'on t'ait jamais vraiment accepté, ou tu te sois pas senti accepté, le jour où lui, il était différent, tu t'es dit, un peu comme moi. Enfin... Peut-être, oui, c'est possible. Oui. Je me suis aussi dit ça. Voilà, et puis il me prend comme je suis. Alors moi aussi. Oui. Et puis moi aussi. Et puis moi, surtout, moi, je dis, mon rêve, ça aurait été... Je rêvais qu'on allait montrer ensemble qu'on pouvait être différents et réussir. Oh, tu vois pleurer. Ouais, c'est trop beau, ouais. Maintenant, rétrospectivement, je me rends compte qu'on peut être différent, pas sur ses acquis, on peut être ouvert aux gens, mais réussir. Et puis lui, j'avais l'impression qu'il a tout cassé. Disons qu'il pleut. Il pleut. J'entendais du bruit. Oui, il pleut sur la... Il me semble que le plongeon est un petit peu compromis, ou bien non, parce que tu veux quand même aller... maillot. T'aimerais aller Tu as pris ton maillot? Ouais. Elle est trop belle cette piscine à voir. Viens, elle est très chaude. Mais sinon on peut aller faire un tour parce que... Ouais. Oui, j'entendais comme un grésillement, j'ai cru que c'était sur l'enregistrement, tu sais. Non, il commence à pleuviner. C'est fou, c'était chant d'oiseau. C'est une colombe, c'est un pigeon. Regarde ce que mon fils m'a envoyé lundi après la fête de la musique, où il avait passé à Genève. Voilà. Salut maman, j'ai fait ce morceau qui parle d'espoir avec une chanteuse jamaïcaine. Ça m'a fait penser à toi. Puis il me l'envoie pour moi. J'y vais? Ouais, vas-y.
Jazzy Production. We can finally home for brighter days. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Justine Chanal pour les illustrations, à Julien Matet pour le mix, à Roland Bucher pour la musique, à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique. Merci à l'équipe de Reportage pour l'aide à la communication et à la diffusion. Et merci aux personnes qui m'ont appris à demander de l'aide, à celles qui m'ont aidé par leur écoute et leur témoignage, et tout spécialement à Gayatri, au groupe de parole et à ma Yoga Family. Merci à vous d'écouter cette histoire. Si elle vous inspire, partagez-la avec celles et ceux qui vous ont aidé à vous relever. Vous pouvez également découvrir d'autres récits audio sur reportage.ch. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la Culture et la Radio et de Swiss Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.